Au milieu d'une réunion d'urgence à minuit, la PDG Serafina Caldwell était à quelques secondes de signer un contrat d'1 milliard de dollars lorsque Archie Flynn, un père célibataire et concierge, renversa accidentellement de l'eau sur son ordinateur portable. Tout le monde se figea. L'écran devint noir dans un sifflement aigu, puis se ralluma, révélant quelque chose à laquelle personne ne s'attendait, une étrange fenêtre affichant des captures d'écran d'email, des plans exclusifs et des journaux de sauvegarde téléchargés secrètement sur les serveurs Meridian. Sarafina se retourna brusquement, prête à licencier Hershey sur le champ, mais celui-ci la regarda droit dans les yeux et lui dit « Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dû faire ça. Si Archie n'avait pas renversé cette eau, toute la technologie aurait été volée. Mais qui était-il vraiment? Et comment avait-il été informé de l'attaque avant tout le monde? » La tour Whitmore s'élevait sur 48 étages au-dessus de Manhattan. Sa façade en verre reflétait les lumières de la ville comme une pluie gelée. Au 48e étage, la salle de conférence était entièrement en acier et transparente, conçue pour que les cadres se sentent à la fois puissants et exposés. 21 étages plus bas, le centre des opérations de sécurité bourdonnait de serveurs et d'écrans de surveillance. Et 2 niveaux sous le hall d'entrée, au sous-sol 2, se trouvaient les locaux techniques où les agents d'entretien assuraient le bon fonctionnement des artères du bâtiment. Un monde que la plupart des employés ne voyaient jamais. L'entreprise était en pleine période de ce qu'elle appelait le mois de l'audit de sécurité, une expression qui rendait tout le monde nerveux. Mais la véritable pression venait d'ailleurs. Whitmore Technologies s'apprêtait à finaliser un contrat pour le projet Aquila, une puce révolutionnaire de détection intelligente de l'eau, capable de détecter les contaminants en temps réel et de transmettre les données à travers l'eau elle-même. Cette technologie valait des milliards. Elle était également une cible. Serafina Caldwell n'avait pas dormi correctement depuis 3 jours. À 34 ans, elle était la plus jeune PDG de l'histoire de Whitmore, et le conseil d'administration ne le lui faisait jamais oublier. Le directeur financier, Henry Dalton, lui avait mis la pression toute la semaine, insistant sur la nécessité de conclure immédiatement l'accord avec Meridian afin de stabiliser le cours de l'action. La pression était suffocante, mais quelque chose d'autre la rongeait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Il y a 2 ans, un projet de moindre envergure avait fait l'objet d'une fuite avant son lancement, et elle n'avait jamais compris comment. Depuis, elle était devenue méticuleuse, paranoïaque, allant jusqu'à vérifier elle-même chaque journal d'accès. Elle portait la bague de sa mère à la main droite, un fin anneau d'argent qui lui rappelait le seul conseil que sa mère lui avait donné avant de mourir. Fais confiance aux bonnes personnes, pas seulement à celles qui ont du pouvoir. Sa garde-robe était son armure. Ce soir-là, elle portait une robe moulante rouge à col en V sous un blazer anthracite, ses cheveux blonds tombant en boucle sur ses épaules. Elle conservait les ébauches des plans dans un coffre-fort crypté sur le réseau interne de l'entreprise, accessible uniquement grâce à une authentification biométrique et à son mot de passe personnel. Elle pensait que c'était sûr. Elle allait bientôt découvrir qu'il n'en était rien. Archie Flynn poussait son chariot de nettoyage dans le couloir vide du 48e étage, les roues grinçant doucement sur le marbre poli. À 36 ans, il travaillait depuis 3 ans comme concierge de nuit. La plupart des gens voyaient son uniforme et son seau à serpillière et ne lui prêtaient plus attention. Ils ne voyaient pas l'homme qui avait été ingénieur en sécurité réseau et qui avait autrefois conçu des systèmes de détection d'intrusion pour une grande entreprise technologique avant que tout ne s'écroule. Il y a 4 ans, Archie avait été piégé par un collègue qui avait volé ses identifiants pour couvrir une faille de sécurité. Le projet avait échoué. Archie avait des preuves qui auraient pu blanchir son nom, mais les utiliser aurait signifié entraîner sa fille Audrey, âgée de 8 ans, dans une bataille juridique qui aurait duré 1 an. Il avait fait un autre choix. Il était parti, avait accepté la responsabilité en silence et avait trouvé un travail qui lui permettait d'être à la maison quand Audrey descendait du bus scolaire. Un travail de concierge, simple, honnête, invisible. Mais Archie n'avait pas cessé d'être ingénieur. Il remarquait des choses. Il voyait quand les câbles réseau n'étaient pas correctement blindés, quand les détecteurs de fumée clignotaient de manière anormale, signe d'un firmware défectueux, quand les lecteurs de cartes d'accès enregistraient des tentatives infructueuses à des heures inhabituelles. Il avait sur lui un porte-clés multifonction qui pouvait ouvrir la plupart des serrures mécaniques du bâtiment,
un chiffon en microfibre qui servait également de housse antistatique et une clé USB contenant des outils de vérification fonctionnant hors ligne. Il avait appris à ses dépens à ne jamais faire confiance à un réseau qu'il ne contrôlait pas. Sa fille Audrey était brillante, comme seuls les enfants de 8 ans peuvent l'être, voyant des liens que les adultes ne voyaient pas. Elle adorait la robotique et les sciences de l'eau, remplissant leur appartement de croquis de machines qui transformaient les gouttes d'eau en porteuses de signaux. Un dessin montrait une seule goutte d'eau, divisant la lumière en un arc-en-ciel de flux de données. Archie l'avait épinglé sur leur réfrigérateur. Il ne savait pas encore qu'il s'agissait d'un plan de ce que Whitmore essayait de protéger. Clinton Rhee était l'assistant exécutif de Serafina et il était très doué dans son travail. Trop doué, diront certains. À 32 ans, il avait le genre de visage qui inspirait instantanément confiance, lisse et sincère, avec juste ce qu'il fallait d'inquiétude dans les yeux. Il était toujours le premier à arriver et le dernier à partir. Toujours prêt à trouver une solution lorsque les délais se resserraient, il avait l'habitude de mentionner les échéances urgentes chaque fois que quelqu'un remettait en question ses demandes d'accès, faisant ainsi paraître déraisonnable de le ralentir avec des protocoles. Dans son portefeuille, il avait 2 cartes d'accès au bâtiment. L'une était son badge officiel d'employé, l'autre était marquée « visiteur contractuel » et avait été délivrée 6 mois auparavant à un fournisseur qui avait depuis longtemps terminé son travail. Clinton l'avait conservée. Personne ne l'avait remarqué. Cette deuxième carte avait ouvert la porte de la salle des coffres 3 fois au cours de la semaine précédente, toujours après minuit. Toujours lorsqu'il était certain que les caméras de ce couloir particulier étaient en mode maintenance. Leo Bennett dirigeait le service informatique avec la précision d'un ingénieur et la patience d'un enseignant. Il croyait au processus, à la documentation, à la nécessité de consigner et de vérifier chaque modification apportée au système. Âgé de 41 ans, il portait toujours la même chemise Oxford bleue, déclinée en 5 nuances différentes, et se mettait véritablement en colère lorsque les gens contournaient les protocoles de sécurité pour des raisons de commodité. Dernièrement, il perdait plus souvent ses disputes qu'il ne les gagnait. Les demandes urgentes de Clinton étaient systématiquement approuvées par les cadres qui ne voulaient pas être tenus responsables du non-respect des délais. Vivian Brooks s'occupait des relations publiques avec le regard calculateur de quelqu'un qui avait survécu à 3 scandales d'entreprise et appris que le camouflage était toujours pire que le crime. Amanda Pierce, la directrice juridique, partageait la même philosophie. Toutes deux avertissaient Serafina depuis des semaines que signer l'accord Meridian avant d'avoir terminé l'audit de sécurité était imprudent sur le plan juridique et en termes de réputation. Mais Henry Dalton avait l'oreille du conseil d'administration et celui-ci voulait des chiffres trimestriels qui satisfassent les actionnaires. La réunion d'urgence au 48e étage durait depuis 2 heures lorsque le chariot d'Archie apparut dans le couloir devant la salle du conseil. À travers les parois vitrées, il pouvait voir Serafina, Henry, Clinton et Leo réunis autour de la table de conférence. Des documents étaient étalés comme dans une guerre de papier. Le protocole d'accord Meridian trônait au centre, attendant d'être signé. Archie était en train de nettoyer le couloir lorsqu'il entendit la voix de Serafina s'élever brusquement, avertissant quelqu'un de faire attention. Il y avait de l'eau sur le sol. Il leva les yeux et la vit le fusiller du regard à travers la vitre. Il hocha la tête en signe d'excuse et éloigna son chariot dans le couloir, mais garda son seau à proximité de la porte. Son emplacement n'était pas fortuit. Au cours des 3 dernières nuits, il avait remarqué que quelque chose n'allait pas avec le point d'accès sans fil près de la salle du conseil. Le voyant d'activité clignotait selon des schémas qui ne correspondaient pas au trafic normal. Plus tôt dans la soirée, en vérifiant le placard à balai de cet étage, il avait trouvé de nouveaux câbles qui ne figuraient dans aucun des registres de maintenance qu'il avait discrètement consultés. Quelqu'un avait installé un réseau secondaire et celui-ci était actuellement actif. À l'intérieur de la salle de conférence, l'ordinateur portable de Serafina était ouvert à la tête de la table, affichant les clauses finales du contrat. Elle avait posé un verre d'eau sur la table près du bord, suffisamment près pour pouvoir l'atteindre lorsque sa gorge s'asséchait à force de parler. Trop près du bord, Archie recula vers la porte de la salle de conférence, calculant son approche. Sa roue heurta le cadre de la porte, le faisant basculer sur le côté. Il tendit la main pour le stabiliser, mais ce mouvement fit heurter son coude contre le seau de nettoyage. Le seau se renversa. L'eau se déversa en une arche claire et scintillante,
et traversa la porte que quelqu'un avait laissée légèrement entr'ouverte pour permettre la circulation de l'air. Elle heurta le verre de Serafina, qui bascula vers l'avant, renversant encore plus d'eau directement sur son ordinateur portable ouvert. La machine siffla. L'écran devint noir. Tout le monde sursauta. Le visage de Serafina passa de la stupeur à la fureur en un clin d'œil. Pendant 3 secondes, il n'y eut que le silence et le doux ruissellement de l'eau sur les fauteuils en cuir. Puis l'écran du BIOS de l'ordinateur portable s'alluma. Du texte blanc sur fond noir. La séquence de démarrage se déroulait. Un avertissement apparut. Démarrage sécurisé. Incohérence d'intégrité détectée. Le système d'exploitation se chargea quand même. Et lorsqu'il le fit, une fenêtre apparut au centre de l'écran, qui n'était pas là auparavant. Une barre de progression indiquait le transfert de fichiers vers un serveur nommé meridiansecure.net. Des captures d'écran d'email défilèrent. Des fragments de plans, des journaux de sauvegarde, une tâche de téléchargement qui s'était exécutée en arrière-plan, désormais exposée car la coupure de courant soudaine avait interrompu le processus qui la maintenait invisible. Serafina fixait l'écran. Clinton réagit immédiatement, d'une voix douce et inquiète, suggérant qu'il devait confisquer tous les appareils non autorisés, en commençant peut-être par la clé USB du concierge. Il s'agissait clairement d'un sabotage. Henry exigea de savoir ce qui se passait. Léo se pencha vers l'ordinateur portable, le visage livide à la lecture des noms des fichiers en cours d'exfiltration. Archie se tenait dans l'embrasure de la porte, de l'eau coulant encore de son balai, et croisa le regard de Serafina. Son regard était assez perçant pour couper du verre. Il parla doucement, chaque mot étant délibéré. Ne signez pas ce contrat. Quelqu'un a installé une porte dérobée. Votre ordinateur portable est compromis depuis des jours. La sécurité arriva en quelques minutes. Ils escortèrent Archie vers un petit bureau au 47e étage, son trousseau de clés et sa clé USB confisquée. Serafina ordonna à Léo d'effectuer immédiatement des diagnostics. Clinton la pressa de respecter le calendrier, rappelant à tout le monde que Meridian avait fourni des garanties, que les retards coûteraient des millions et qu'il réagissait de manière excessive à un simple problème technique. Henry le soutint, évoquant le cours des actions et la confiance des investisseurs. Mais quelque chose avait changé dans l'esprit de Serafina. Elle avait vu cette barre de progression. Elle avait vu ces plans exclusifs répertoriés par leur nom. Et Archie Flynn, le concierge qu'elle avait à peine remarqué en 3 ans, l'avait regardé sans crainte ni différence et lui avait dit de ne pas signer. Elle a dit à Henry et Clinton d'attendre. Puis elle a suivi Léo jusqu'au centre des opérations de sécurité au 21e étage. La pièce était sombre, à l'exception de la lueur des moniteurs, des écrans affichant les flux de trafic réseau, des panneaux d'état des serveurs, des journaux d'accès défilant comme des cascades numériques. Les doigts de Léo volaient sur son clavier, extrayant des données judiciaires. Les valeurs de hachage ne correspondaient pas. Les fichiers stockés dans le coffre-fort crypté de Serafina et les fichiers qui avaient été ouverts sur son ordinateur portable n'étaient pas identiques. Quelqu'un les avait modifiés. Les journaux d'accès montraient des entrées en dehors des heures de bureau dont les horodatage coïncidaient avec les scans des cartes de sécurité du bâtiment. L'identifiant de la carte n'était pas celui de Serafina. Ce n'était pas celui de Léo. Il était enregistré au nom d'un sous-traitant qui aurait dû être désactivé depuis des mois. Léo continua à creuser. Il trouva un agent fonctionnant sur la machine de Serafina, déguisé en mise à jour du pilote du pavé tactile. Il avait créé un tunnel crypté via le réseau Wi-Fi invité, contournant complètement le pare-feu de l'entreprise. Le serveur de commande et de contrôle auquel il était connecté correspondait à meridiansecure.net, la même adresse que celle affichée dans la fenêtre de téléchargement 2 étages plus bas. Archie était assis dans la salle d'attente, pensant à sa fille et à la promesse qu'il lui avait faite de toujours faire un travail honnête et irréprochable. Il avait tenu cette promesse pendant 3 ans. Ce soir, il avait enfreint une autre règle, la règle qui disait que les personnes invisibles devaient rester invisibles. Il se demandait si cela en valait la peine. Sa clé USB se trouvait dans un sac de preuves sur le bureau. À l'intérieur de cette clé se trouvait un environnement Linux amorçable et un outil de vérification qu'il avait écrit il y a des années. Il y a 3 nuits, il avait vu Clinton entrer dans la salle des serveurs pendant une ronde de nettoyage de routine. Clinton portait une tablette et semblait nerveux.
Archie, curieux et prudent après avoir vu pendant des années des systèmes tomber en panne parce que quelqu'un avait sauté une étape, avait fait une copie de sauvegarde de certains fichiers système avant que la sauvegarde automatique nocturne ne se lance. Ce n'était pas la procédure, c'était son instinct. La porte s'ouvrit. Sarafina entra, suivie de Léo. Elle portait toujours la robe rouge, mais elle avait perdu son blazer quelque part, et son expression était passée de la colère à quelque chose de plus complexe. Elle s'assit en face d'Archie. Explique, dit-elle. Archie lui parla du point d'accès sans fil, des câbles non autorisés, des étranges schémas de trafic qu'il avait remarqués depuis une semaine. Il lui a dit que son ordinateur portable avait acheminé des données via le réseau invité, que la coupure de courant soudaine causée par l'eau avait interrompu le processus de cryptage, exposant ce qui se trouvait en dessous. Il lui a dit que si elle avait signé ce contrat ce soir-là, Meridian aurait eu des copies complètes des plans du projet Aquila avant même que l'encre ne sèche, et Whitmore aurait perdu la course au brevet avant même de savoir qu'il y participait. La main de Serafina se posa inconsciemment sur la bague de sa mère, la faisant tourner lentement autour de son doigt. Elle scruta le visage d'Archie, cherchant un signe de tromperie, mais ne trouvant qu'une honnêteté fatiguée. « Tu aurais pu simplement le dire à quelqu'un, dit-elle. J'ai essayé. Il y a 3 jours, j'ai signalé une activité réseau étrange à un superviseur. Il m'a répondu. Les concierges ne donnent pas de conseils techniques. Hier, j'ai laissé un mot à ce sujet. Je n'ai pas eu de réponse. Ce soir, j'ai vu la réunion à travers la vitre et j'ai su que je n'avais plus le temps. J'ai donc pris une décision. Couper la connexion de la seule manière possible. Léo avait effectué d'autres vérifications pendant cette conversation. Il leva alors les yeux, l'air sombre. Il avait raison. L'exfiltration était presque terminée. Encore 10 minutes et ils auraient tout eu. Sarafina se tenait debout près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville se refléter dans la vitre comme des diamants éparpillés. Son entreprise, sa responsabilité, son erreur presque catastrophique. Elle avait été tellement concentrée sur la pression venant d'en haut qu'elle avait cessé de faire confiance à son instinct et elle avait failli être détruite par quelqu'un en qui elle avait une confiance aveugle. Elle se tourna vers Archie. « J'ai besoin que vous nous aidiez à réparer ça. »« Pourquoi me feriez-vous confiance? » demanda Archie. « Parce que vous avez arrêté un téléchargement au lieu d'en lancer un. Parce que vous avez eu 3 ans pour voler tout ce que vous vouliez et que vous avez passé ce temps à réparer des lumières cassées et à signaler des risques d'incendie. Parce qu'elle fit une pause, l'aveu étant difficile à faire, car j'ai passé 2 ans à faire confiance à la mauvaise personne. Et il était peut-être temps que j'essaye de faire confiance à la bonne. Elle demanda à Léo de rétablir l'accès d'Archie pour lui donner tout ce dont il avait besoin. Léo hésita un instant avant d'acquiescer. Cela dépassait désormais le protocole. Il s'agissait d'un triage. Les 6 heures qui suivirent furent une catastrophe contrôlée. L'équipe de Léo découvrit que les fichiers modifiés avaient été consultés 17 fois à l'aide du badge secondaire de Clinton. Les horodatage des métadonnées correspondaient parfaitement aux journaux de sécurité, indiquant un accès au bâtiment tard dans la nuit. L'agent d'exfiltration avait été installé lors d'une mise à jour de routine que Clinton avait personnellement proposé de gérer, invoquant son efficacité. Confronté à cette situation, Clinton resta calme. Il expliqua que Meridian avait demandé des fichiers de démonstration pour vérifier les capacités d'intégration. C'était une pratique courante chez les fournisseurs. Il avait essayé d'aider à accélérer la conclusion de l'accord. Henry le soutint, désespéré de maintenir le contrat sur les rails. Mais Archie avait une autre preuve. À partir de sa clé USB, il produisit des comparaisons entre les fichiers maîtres du coffre-fort et les versions qui avaient été modifiées. Les modifications n'étaient pas de simples copies. Quelqu'un avait intégré des métadonnées supplémentaires, des modifications microscopiques qui auraient donné à Meridian la preuve d'une invention antérieure en cas de litige concernant un brevet. Il s'agissait d'un vol sophistiqué déguisé en coopération légitime. Amanda Pierce, la conseillère juridique, en a immédiatement compris les implications. S'ils avaient signé ce soir-là, ils auraient non seulement cédé leur technologie, mais aussi fourni des arguments juridiques à leurs concurrents. Les dommages-intérêts potentiels auraient conduit l'entreprise à la faillite. La nouvelle de la violation a commencé à fuiter avant l'aube. Elle est apparue sur des blogs spécialisés dans les histoires d'espionnage industriel. Quelqu'un les avait informés, probablement pour forcer la main à Whitmore.
Vivian Brooks a convoqué une réunion d'urgence des relations publiques. Son expression était sombre. La bourse allait ouvrir dans 3 heures. Ils avaient besoin d'une déclaration. Le conseil d'administration exigeait une explication. Henry Dalton, sentant le sol se dérober sous ses pieds, suggéra de suspendre temporairement Serafina afin de rassurer les investisseurs. C'était un instinct de survie politique. Jeter quelqu'un par-dessus bord pour alléger le navire. La moitié du conseil acquiesça. Serafina se tenait devant eux, la voix ferme malgré l'épuisement et la trahison. Elle expliqua ce qui s'était passé, accepta la responsabilité de ne pas l'avoir détecté plus tôt, puis présenta les preuves d'un sabotage délibéré. Elle annonça que l'accord avec Meridian était suspendu indéfiniment dans l'attente d'une enquête approfondie, que tous les accès au réseau externe étaient verrouillés et que les serveurs Aquila étaient mis hors ligne jusqu'à ce qu'ils puissent vérifier la fiabilité des sauvegardes. Henry tenta de l'interrompre pour discuter des conséquences sur le marché. Serafina le coupa. Nous survivrons à une chute du cours de l'action. Nous ne survivrons pas à la perte de notre technologie de base et à une décennie de litiges. L'accord est mort jusqu'à ce que nous soyons certains que notre maison est propre. Mais les preuves seules ne suffisaient pas à limiter les dégâts. Il fallait identifier toutes les personnes impliquées et colmater toutes les fuites possibles. Archie a suggéré un piège, quelque chose qui forcerait les conspirateurs restants à se dévoiler. C'était risqué. Cela exigeait que Serafina lui fasse entièrement confiance. Elle a pensé à la bague de sa mère, à la confiance et à l'intuition et au prix à payer en cas d'erreur. Elle a donné l'ordre de procéder. Pendant qu'il planifiait la contre-opération, Clinton a pris les devants. Réalisant que l'enquête se rapprochait, il a activé un programme d'effacement conçu pour supprimer les preuves des serveurs compromis. Mais le programme était agressif, écrasant les données à une vitesse telle qu'il générait une chaleur intense dans la matrice RAID. Les systèmes de refroidissement avaient du mal à compenser. Dans la salle des serveurs au 21e étage, les alarmes de température se sont mises à hurler. Une étincelle a jailli d'une alimentation électrique surchargée vers un faisceau de câbles. Les détecteurs de fumée auraient dû se déclencher instantanément. Ce ne fut pas le cas. Quelqu'un avait ajusté leur seuil de sensibilité lors d'une vérification de routine quelques semaines auparavant, gagnant ainsi de précieuses secondes. Lorsque le système d'extinction d'incendie s'est déclenché, la fumée envahissait déjà le couloir. Serafina se trouvait dans le centre des opérations de sécurité lorsque les alarmes se sont déclenchées. Elle courut vers la salle des serveurs, ne pensant qu'au disque de sauvegarde qui contenait les copies intactes d'Aquila. Les serrures électroniques étaient bossées en mode sécurisé par défaut, confinant le feu à l'intérieur, mais piégeant également toute personne qui s'y trouvait. Elle tira sur la porte, mais celle-ci ne bougea pas. Archie apparut à ses côtés avec son trousseau de clés et son outil multifonction. Des années passées à entretenir les infrastructures du bâtiment lui avaient appris à contourner manuellement chaque système. Il ouvrit le couvercle du dispositif d'urgence, contourna la serrure électronique à l'aide d'un levier mécanique et ouvrit la porte. La chaleur et la fumée se sont échappées. « Restez en arrière », a-t-il ordonné. Mais Serafina l'avait déjà dépassé et se dirigeait vers la cage du disque de secours. Les sprinklers se sont mis en marche au-dessus de leur tête, arrosant tout. Archie l'a attrapé par le bras et l'a tiré vers un rack de serveurs spécifique. Pas le stockage principal d'Aquila, qui avait déjà été corrompu par le wiper, mais le disque de secours que l'équipe de Léo gardait en dernier recours. Archie l'avait remarqué pendant ses rondes de nettoyage. Il avait vu l'étiquette rouge « Survivant » sur le châssis. Ils retirèrent le disque dur, l'eau coulant sur leur visage, la fumée leur piquant les yeux. Léo apparut dans l'embrasure de la porte, leur criant de sortir. Tous trois titubèrent dans le couloir tandis que la mousse extinctrice se déployait derrière eux, étouffant ce qui restait des flammes dans la cage d'escalier, trempée et toussant. Serafina regarda le disque parodique dans les mains d'Archie comme s'il s'agissait du Saint Graal. Puis, elle regarda l'homme qui venait de sauver sa vie et l'avenir de son entreprise. Son expression changea. Le dernier rempart de distance professionnelle s'effondra. « Dites-moi quoi faire », dit-elle doucement. Archie exposa son plan avec le calme méthodique de quelqu'un qui avait passé des années à réfléchir à des scénarios d'échec. Ils utiliseraient son environnement USB hors ligne pour démarrer un système d'exploitation propre, monteraient la clé USB en mode lecture seule, extrairaient une chronologie des métadonnées horodatées
qui montrerait exactement qui avait accédé à quoi et quand. Il ferait un appel à Dante Morrison de l'unité de cybercriminalité pour s'assurer que tout était légalement documenté. Il demanderait à Vivian de faire patienter la presse pendant encore 24 heures. Il demanderait à Amanda de préparer des injonctions contre Meridian si les preuves confirmaient leur complicité. Et il tendrait un dernier piège. Il créerait un fichier honeypot intitulé Akia version 2, spécification d'intégration finales. Il intégrerait des pixels de suivi invisibles et des canaries DNS qui alerteraient dès que quelqu'un l'ouvrirait n'importe où dans le monde, puis accorderait à Clinton un accès temporaire au coffre-fort sous prétexte de l'aider à récupérer les données en cas de sinistre. S'ils mordaient à les hameçons, ils auraient la preuve d'un vol de données actif avec une valeur juridique totale. Serafina écouta, puis acquiesça. Faites-le. Pendant que Léo travaillait sur la configuration technique, Serafina posa à Archie la question qui lui trottait dans la tête. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi travailler comme concierge alors que vous pouvez faire cela? Archie lui parla de l'ancien projet, de la trahison, de son choix de privilégier sa fille plutôt que sa carrière, de la promesse qu'il avait faite à Audrey de ne faire que du travail propre, du travail honnête, un travail qui lui permettait de dormir la nuit. Il lui expliqua que les emplois invisibles avaient leur propre pouvoir, car les gens disaient devant les concierges des choses qu'ils ne diraient jamais devant des ingénieurs. J'ai dit à ma fille que je ferai toujours ce qui est juste, même quand c'est difficile. Il dit qu'elle a 8 ans. Elle dessine des gouttes d'eau transportant des informations. Elle ne sait pas que son père construisait autrefois les systèmes qui protègent ce type de technologie. Je voulais qu'elle me connaisse comme quelqu'un qui tient ses promesses, pas comme quelqu'un qui se battait de manière déloyale et gagnait. Pour la première fois en 3 ans, Serafina sentit le poids de la bague de sa mère comme autre chose qu'un fardeau. Faites confiance aux bonnes personnes. Elle avait fait confiance aux diplômes, aux titres et aux présentations soignées. Elle avait oublié de faire confiance à son instinct et à son intégrité. Ce soir-là, elle se rendit en voiture à l'appartement d'Archie dans le Queens, un immeuble modeste bien éclairé, avec une aire de jeu de l'autre côté de la rue. Audrey ouvrit la porte vêtue d'un T-shirt avec un robot dessus. Ses cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval. Derrière elle, les murs étaient couverts de croquis et de schémas. La vision d'un enfant sur la science et les possibilités. Un dessin attira l'attention de Serafina. Une seule goutte d'eau se divisant en 7 faisceaux de lumière. Chaque faisceau transportait de minuscules paquets de données. Au bas du dessin, Audrey avait écrit soigneusement au crayon de couleur. « L'eau parle si tu l'écoutes. » « C'est toi qui as dessiné ça? » demanda Serafina. Audrey acquiesça, soudainement timide. « Mon père dit que l'eau peut transporter des secrets. Il dit que tout laisse une trace. » Serafina s'agenouilla pour se mettre à la hauteur d'Audrey. « Ton père a raison, et il vient de sauver mon entreprise en prêtant attention à ses traces. » Plus tard, après qu'Audrey se soit couchée, Serafina et Archie s'assirent dans la petite cuisine, épuisés, devant une tasse de café. Elle s'excusa de l'avoir soupçonné et d'avoir failli le faire arrêter pendant 3 ans sans lui donner de nouvelles. Il accepta ses excuses avec une grâce tranquille, puis la surprit en s'excusant à son tour de ne pas avoir trouvé un meilleur moyen de la prévenir du chaos que son choix avait provoqué. « J'ai besoin que tu diriges la refonte de la sécurité », a déclaré Serafina. « Pas en tant que consultant, mais en tant que responsable de la cyber-résilience. Tu auras toute autorité, toute une équipe, tout le budget dont tu auras besoin. Nous allons tout repenser en partant du principe que chaque chemin d'accès aux données doit avoir un canari, un moyen de savoir s'il a été compromis. Une architecture de sécurité sur le thème de l'eau. C'est l'idée de ta fille, en fait. Chaque secret laisse une trace. » Archie hésita. Il devait penser à Audrey, à ses habitudes importantes. Une promesse de rester clean. Serafina vit le conflit et lui fit une offre qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Des horaires flexibles, du télétravail si nécessaire, et une bourse d'études complète en STEM pour Audrey, à compter immédiatement. Ce n'était pas un pot de vin, mais un investissement dans l'avenir. J'ai besoin de personnes en qui je peux avoir confiance. Serafina a déclaré. Des personnes qui me diront la vérité même lorsque cela ne leur convient pas. Des personnes qui comprennent que protéger quelque chose signifie être prêt à le détruire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Vous avez passé 3 ans dans l'ombre à tout observer.
Maintenant, j'ai besoin que tu sois visible, que tu construises quelque chose qui ne puisse pas être détruit 2 fois de la même manière. Le piège s'est refermé 2 jours plus tard. Clinton, convaincu d'avoir réussi à détourner les soupçons vers des problèmes d'intégration des fournisseurs, s'est connecté au coffre-fort à l'aide de ses identifiants de récupération d'urgence. Il a téléchargé le fichier Honeypot Aquila version 2, l'a transféré sur un disque personnel crypté, puis l'a transmis via un service d'anonymisation à une adresse e-mail enregistrée au nom d'Oliver Grant, PDG de Meridian Technologies. Le DNS Canary s'est déclenché en moins de 8 minutes. Les pixels de suivi ont signalé leur emplacement. Une ferme de serveurs située à l'extérieur de Philadelphie et enregistrée au nom d'une filiale de Meridian. Le fichier avait été ouvert, copié et distribué à 3 destinataires internes du laboratoire de développement de Meridian. L'unité de lutte contre la cybercriminalité de Dante Morrison avait tout surveillé depuis un centre d'opération mobile stationné à 2 pâtés de maison de la tour Whitmore. Elle a coordonné ses actions avec la division de la propriété intellectuelle du FBI. Des mandats ont été exécutés simultanément au siège de Meridian et à l'appartement de Clinton. La confrontation a eu lieu dans le bureau de Serafina. Clinton se tenait entre 2 agents fédéraux, tandis qu'Archie affichait les preuves sur un écran mural. Les journaux de transfert avec Mac, les adresses correspondant aux appareils de Clinton, les horodatages correspondant à son accès au bâtiment, les métadonnées des emails montrant la correspondance avec Oliver Grant remontant à 11 mois. Des documents financiers montrant des dépôts sur un compte offshore, ouvert la semaine suivant le succès du premier prototype du projet Aquila. Clinton a tenté une dernière diversion, affirmant qu'Archie avait fabriqué les preuves et que les concierges n'avaient pas l'expertise nécessaire pour coordonner quelque chose d'aussi sophistiqué. Archie a répondu en passant en revue chaque élément de preuve technique, la vérification de la chaîne de hachage, les anomalies de la poignée de main TLS, la corrélation temporelle entre les passages du badge de Clinton et les horodatages de modification des fichiers. Chaque explication était précise, méthodique et accablante. Serafina a regardé Clinton être escorté menotté. Cet homme à qui elle avait confié son emploi du temps, ses mots de passe, ses vulnérabilités. Elle se sentait vidée par cette trahison, mais aussi étrangement lucide. Elle avait tellement peur de faire confiance à la mauvaise personne qu'elle avait cessé de se fier à son instinct. Archie l'avait forcée à regarder ce qui se passait réellement au lieu de ce qu'elle voulait croire. Les procureurs fédéraux ont accusé Clinton d'espionnage industriel, de vol de secrets commerciaux et de fraude électronique. Meridian Technologies a fait l'objet d'un procès civil pour avoir reçu des biens intellectuels volés en sachant qu'ils avaient été acquis illégalement. Oliver Grant a démissionné en moins d'1 semaine, invoquant des raisons de santé, mais tout le monde connaissait la vérité. La découverte serait brutale. Amanda Pierce a coordonné la réponse juridique avec l'efficacité de quelqu'un qui attendait ce combat depuis longtemps. Vivian Brooks a géré la communication publique, transformant ce qui aurait pu être une fuite catastrophique en une histoire de justice rapide et de vigilance interne. Le cours de l'action a d'abord chuté, puis s'est redressé lorsque Whitmore a annoncé une refonte complète de la sécurité et nommé Archie Flynn à la tête de la cyber-résilience, un poste de direction nouvellement créé. Henry Dalton s'est excusé en privé auprès de Serafina, admettant que la pression qu'il avait exercée pour conclure l'accord visait à couvrir ses propres échecs plutôt qu'à servir les intérêts de l'entreprise. Il a présenté sa démission. Serafina l'a accepté. Le conseil d'administration, effrayé par la catastrophe évitée de justesse, a donné à Serafina les pleins pouvoirs pour reconstruire l'infrastructure de sécurité comme elle l'entendait. Plus de raccourcis, plus de contournement des protocoles pour des raisons de commodité. L'entreprise se remettrait correctement ou pas du tout. La première initiative d'Archie fut exactement celle qu'il avait promise. Une architecture de sécurité sur le thème de l'eau, où chaque flux de données contenait des marqueurs traçables, où les anomalies déclenchaient des alertes, où la confiance était vérifiée en permanence plutôt que supposée éternellement. Il embaucha Léo comme directeur adjoint et fit appel à Dante Morrison comme conseiller externe. Il constitua une équipe de personnes qui comprenaient que la sécurité n'était pas une question de prévention parfaite. Il s'agissait de savoir quand on avait été compromis et de réagir avant que les dommages ne deviennent irréparables. 1 an plus tard, le projet Aquila a été lancé avec succès.
Ces capteurs d'eau intelligents ont révolutionné la surveillance des infrastructures sur 6 continents. Whitmore Technologies est devenue une étude de cas et un exemple de résilience d'entreprise. Elle a été présentée dans les écoles de commerce comme un exemple de la manière de survivre à une trahison catastrophique et d'en sortir plus forte. La conférence annuelle sur la sécurité s'est tenue dans la même salle de réunion du 48e étage où tout avait commencé. Archie a présenté la nouvelle architecture aux leaders du secteur, expliquant comment la vérification continue et la journalisation transparente avaient réduit à 0 le nombre d'intrusions réussies. Audrey, désormais âgée de 9 ans et de plus en plus à l'aise pour parler en public, a présenté un prototype de robot de signalisation de l'eau capable de détecter les anomalies dans les réseaux fluidiques et de transmettre des avertissements par le biais de l'eau elle-même. Sarafina observait depuis le côté de la pièce, non plus vêtue de sa robe rouge et de son armure, mais d'une tenue professionnelle simple qui suggérait la confiance sans avoir besoin de la jouer. Elle avait appris à faire confiance à son équipe, à admettre l'incertitude, à privilégier la compétence au charisme. L'entreprise était différente désormais. Elle était différente. Après la présentation, lorsque les invités furent partis et que les traiteurs nettoyaient, Sarafina retrouva Archie sur la terrasse du toit. Manhattan s'étendait sous leurs pieds. Une galaxie de lumière se reflétait dans les tours de verre, la ville semblant presque liquide dans la brume du soir. « Tu sais, » dit Sarafina en s'appuyant contre la balustrade, « cette nuit-là, quand tu as renversé de l'eau sur mon ordinateur portable, j'étais prête à te détruire. »« Je sais, » répondit Archie doucement. « J'étais prêt à être détruit, mais pas avant d'avoir empêché le vol. Tu as tout sauvé en cassant tout. » Elle se tourna pour le regarder. Cet homme qui avait passé 3 ans dans l'ombre, qui avait sacrifié sa carrière pour sa fille, qui avait risqué le peu qu'il lui restait pour faire ce qui était juste. Au fait, cet ordinateur portable coûtait 8 000 $. La société que nous avons failli perdre valait 800 millions de dollars. Le meilleur retour sur investissement que nous ayons jamais eu. Archie sourit légèrement. Votre assurance couvrait l'ordinateur portable. J'ai vérifié. Bien sûr que vous l'avez fait. Elle rit, se surprenant elle-même. La bague à son doigt capta la lumière. Elle la portait le soir où tout avait changé. Elle la touchait lorsqu'elle avait pris la décision de lui faire confiance, de faire confiance aux bonnes personnes. Ma mère m'a laissé cette bague. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait à savoir à qui croire. Je n'ai compris ce qu'elle voulait dire que lorsque j'ai rencontré quelqu'un qui préférait avoir tort et être honnête plutôt que d'avoir raison et être corrompu. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, légères et chaudes, parsemant le trottoir d'étoiles sombres. Aucun d'eux ne fit mine de rentrer. La pluie s'intensifia légèrement et Sarafina ferma les yeux, sentant qu'elle emportait les derniers vestiges de la personne qu'elle était avant cette rencontre de minuit. Parfois, dit Archie doucement, il faut couper le courant pour voir ce qui fonctionne vraiment. C'est ce que fait l'eau, elle arrête tout, expose tout, nettoie tout. C'est ce que tu as dit à Audrey? Demanda Sarafina. Je lui ai dit que l'eau transporte la vérité, qu'on ne peut rien cacher à quelque chose qui coule partout et se souvient de tout. Elle l'a mieux compris que moi. Les enfants comprennent souvent mieux. Ils restèrent debout sous la pluie. Le PDG est la responsable de la sécurité, 2 personnes qui étaient des étrangers il y a 1 an, désormais liées par la crise et la reconstruction, et l'étrange intimité d'une survie partagée. En contrebas, la ville scintillait à travers la pluie comme 1 million de promesses reflétées dans 1 million de fenêtres. Sarafina repensa à cette nuit-là, au moment où tout s'était brisé pour se recomposer en quelque chose de plus fort. Au choix qu'Archie avait fait, sachant que cela pourrait lui coûter tout ce qu'il avait. Au choix qu'elle avait fait de le croire malgré tous ses instincts qui lui criaient de se méfier. « Tu as renversé de l'eau sur mon ordinateur portable, dit-elle, et tu as sauvé mon avenir. » Parfois, répondit Archie, c'est ce qu'il faut faire. Il faut tout éteindre pour voir ce qui compte vraiment. La pluie tombait plus fort, nettoyant de la ville, et quelque part en dessous d'eux, dans un appartement du Queens, une fillette de 9 ans dessinait une autre goutte d'eau, divisant la lumière en données, imaginant la prochaine chose impossible que les adultes finiraient par construire. L'avenir était esquissé au crayon, protégé par des personnes qui comprenaient que la confiance n'était pas une faiblesse, mais un fondement.
que la sécurité ne dépendait pas des murs, mais de la capacité à savoir quand quelque chose les avait franchis, que parfois, le salut venait d'endroits où l'on ne cherchait pas. Sarafina tendit la main et prit celle d'Archie, non pas de manière romantique, mais en signe de reconnaissance. Deux personnes qui avaient appris la même dure leçon dans des directions opposées. Que le pouvoir sans confiance est fragile. Que la visibilité sans intégrité est vide de sens. Que la bonne personne au bon moment peut tout changer. Ils restèrent là jusqu'à ce que la pluie s'apaise, jusqu'à ce que la ville redevienne claire, jusqu'à ce que l'eau s'écoule des tours de verre et se déverse dans les rues en contrebas, emportant avec elle la lumière réfléchie vers les égouts pluviaux et les rivières, et finalement vers l'océan, où tout se dissout, se reforme et recommence. Tout comme la confiance, tout comme la vérité, tout comme l'entreprise qu'ils avaient reconstruite ensemble, goutte après goutte, avec soin.